Bonjour et bienvenue au carrefour des idées avec à l'affiche aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, l'ouvrage qui a pour titre, je cite, « Le sofa de l'ombre ». Son auteur, Mohamed Condé, nous fait l'immense plaisir parce qu'il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Bonjour, Monsieur Condé. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Soyez la bienvenue. Merci d'être venu. Alors, votre roman a pour titre « Le sofa de l'ombre ». Et donc, vous l'avez publié chez l'Harmattan Guinée dans la collection Écrire l'Afrique. On va sauter là-dedans. Le sofa de l'ombre, c'est quand même un titre un peu qui fait réfléchir, enfin, qui suscite de l'interrogation. Normalement, un sofa, il est devant, il n'est pas dans l'ombre. Oui. Pourquoi le titre « Le sofa dans l'ombre » ? Le sofa de l'ombre veut dire le sofa de l'investigation, de l'enquête, de la recherche. Un peu de l'espionnage. D'accord. C'est un peu curieux ça quand même. On dit l'homme de l'ombre. Oui, l'homme de l'ombre, oui. Voilà. Ça veut dire quelqu'un qui passe l'essentiel de ses activités dans l'ombre. Mais cela ne nuit pas à son efficacité. Hein. Oui. Les hommes de l'ombre, c'est des hommes qui se battent en coulisses. D'accord. Pour faire valoir ou pour illustrer un idéal. Oui, alors, mais en 2 minutes, hein, on va rester sur le titre. Je veux dire, vous donnez cette explication qui nous édifie, mais n'empêche pas que je continue à poser la question. Parce que l'usage habituel, ou en tout cas l'image habituelle à laquelle le mot sofa nous renvoie habituellement, ce qu'on connaît, cette image-là, c'est celui du guerrier qui va sur le terrain. Ne vous trompez pas. Le sofa dont on parle est effectivement sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain avec des armes. Il n'est pas sur le terrain avec son fusil ou le sabre. Mais il est sur le terrain parce qu'il décide de la suite des combats. D'accord. Donc, il va parfois dans des conditions extrêmement périlleuses à la recherche des informations qu'il faut pour les guerres et pour les batailles. Donc, c'est un sofa. Le nom, c'est bien un sofa parce que c'est au temps de Samori. Au temps de Samori, on les appelait sofa. Voilà. Le sofa de l'ombre, vous l'aurez compris, il s'agit d'un roman sur l'histoire, parce que là aussi il y a une précision à faire. Vous dites dans les premières pages que vous avertissez le lecteur, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire, mais n'empêche pas qu'on puisse dire que c'est un roman historique, puisque c'est des faits historiques, même si ces faits-là, comme vous le dites, sont quelquefois imaginés. Oui. Ce roman, l'événement se situe à une période charnière de l'histoire de la Guinée. Oui. Donc, au 15e, lorsque l'Empire du Mali s'est effrité vers le 14e, 15e siècle, c'est l'Empire de Songhai, l'Empire de Gao qui est venu. Les populations qui étaient dans l'Empire du Mali originel se sont déplacées en grande partie vers l'ouest, à la recherche de terres cultivables. Oui. Ces populations sont arrivées en Guinée actuelle. Et malheureusement, en raison de l'éloignement du centre de décision qui est Gao, elles ont eu des relations qui étaient très lâches avec l'empire, avec le centre de décision. Oui. Elles ont donc essayé, tenté de former de petits royaumes indépendants de l'axe central. Ça n'a pas toujours marché. Mais le problème, c'est que cela s'est passé au moment où la traite négrière était là. Oui. Au même moment, il y avait l'islamisation qui était venue s'instaurer. Parce que l'islamisation qui avait eu lieu dans l'Empire du Mali était une sorte d'islamisation de cour. C'était à la cour royale. Les populations elles-mêmes n'ont pas été totalement islamisées. Donc, elles ont repris les anciennes habitudes, elles ont apostasié, et elles ont essayé de faire renaître leurs anciennes religions. Oui.
L'animisme. Mais en faisant cela, il y a eu au même moment des petites entités politiques qui se sont formées autour de l'islam. Et c'est ce qui s'est passé un peu à la lisière avec les tout-couleurs, avec le Fouta. Le même phénomène s'est passé en Haute-Guinée, et notamment avec Serebrema, qui a voulu créer un empire musulman. Oui. La cérémonie se situe dans le Toron. Le Toron, c'est une région qui est, si vous voulez, qui est insérée entre le Madina de Serebrema, Oui. les Kaba islamistes de Kankan, Oui. les Koniaki musulmans de Beila. Et donc c'est dans une zone spécifique au plan sociologique. Oui, un peu enclavé. Enclavé. En quelque sorte, oui. Et qui a essayé, à la faveur justement de l'éloignement là, et surtout en raison de la stratification sociale qui était en vigueur dans le Manding, qui a essayé de faire revenir des anciennes valeurs et qui a permis à l'Almami Samori de s'installer. Le Toron a été le noyau de l'empire de Samori. Le sofa de l'ombre de Mohamed Condé avec nous sur le plateau pour en parler. Donc un roman qui nous plonge justement dans cette histoire. On est dans votre récit, on est autour de 1800, dans le 18e siècle, 19e siècle, pardon, dans cette histoire, avec ce mandingue que vous décrivez de façon, on va dire, fantastique hein, dans votre roman. On aura l'occasion, chers téléspectateurs, de partager quelques extraits de lecture avec vous, évidemment. C'est un roman qui se lit en gros d'un trait. Il est très accessible en étant, bien sûr, au-delà de cette accessibilité. Et il nous tient, en fait, hein, votre récit. Alors, il y a plusieurs chapitres. Hein, je veux m'amuser très rapidement. Pour nos téléspectateurs, de faire un petit tour. Et puis nous, on va essayer d'en parler. Alors, il y a une première partie où on retrouve Pleurs dans la botte de paille, qui est d'ailleurs, on va en parler tout de suite, qui est la toute première partie, qui est en gros dramatique. Oui. On est dans un village paisible, oui. avec une famille attachée aux valeurs. Oui. Je veux parler de Banfa, oui. Mais il se trouve que en ce moment précis, il y avait des guerres. Et donc, vous allez nous en dire plus, mais un village s'est fait attaquer. C'est mais vraiment le village voisin, les gens vont à la rescousse. Oui. Parce qu'il y a un pacte qui lie ces deux villages-là. C'est vrai. Mais il se passe quelque chose de très curieux, parce qu'effectivement, en même temps extraordinaire, on va dire comme ça, et puis c'est chargé d'énigmes aussi, hein, on peut dire comme ça. Le village s'est fait attaquer, massacré, je dirais même. Oui. Et puis, quand le village voisin qui est venu pour prêter main forte trouve que le village est mis à sac, s'élevait au-dessus du village de la fumée. Le seul bruit, vous le dites d'ailleurs, vous le décrivez très bien, malgré que c'est dur comme spectacle, hein, même pour le lecteur. Le seul bruit qu'on pouvait entendre, c'est les quelques charpentes qui craquelaient encore après s'être consumées par le feu. Oui. Et c'est dans ce décor macabre que des sofas entendent les pleurs d'un bébé, d'un nouveau-né, en quelque sorte. Et on rentre, on enlève un peu sous les décombres en feu, hein, on va trouver le nouveau-né couché, enveloppé dans des feuilles de banane et sous une espèce de chaume de paille. Oui. Hein, vous comprenez? Alors, vous l'avez décrit comme ça. Et puis, vous expliquez aussi que c'est curieux, ceux qui ont fait cette découverte-là commencent déjà à se poser des questions. Absolument. Comment ça se fait? Alors, on fouille, on voit, on ne trouve pas dans les décombres ni de corps de parents. Tout est en train de brûler. Et puis, les quelques rescapés, les rares rescapés qu'on trouve, un des rescapés qu'on trouve complètement abattu, et raconte un peu la scène, ce qui s'est passé. Je veux dire, vous plongez le lecteur
on va dire, dans cette terreur, hein, on va dire comme ça, dans cette terreur, mais c'est quelle terreur aussi, dans laquelle terreur on a cet enfant. Ouais. Eh bien, pour des valeurs qui leur sont chères, donc ce qui consiste à ne pas laisser un être humain sans le sauver, cet enfant est en danger et il décide tout de suite de ramener l'enfant dans leur village. Dans leur village, c'est ça. Donc, et puis là, on va plonger maintenant, avant d'arriver dans le chapitre suivant, c'est que il va être décidé, le Banfa, hein, c'est l'un des personnages importants, hein, Oui. mais qui va mourir, hein, malheureusement. Mais Banfa réunit toute sa famille, ses épouses notamment, et il se trouve que la première épouse de Banfa, bon, et là-dessus, je vais vous donner la parole. La première épouse de Banfa n'avait pas fait d'enfant. Et donc, n'avait pas eu d'enfant. Et cet enfant va lui être, l'éducation, hein, de cet enfant va donc lui être confiée. Oui. Et donc, elle s'appelle Sira. Sira, donc, va être heureuse. Et elle qui n'avait pas connu le bonheur d'être mère, a enfin un enfant. Sauf que cela va poser d'autres problèmes. Ah ouais. Parce que vous le dites si bien, en pays mandingue, on va dire l'héritage le plus important est donc la naissance. La naissance. Voilà. Donc le nom de famille, et il se trouve que l'enfant, puisqu'on n'a pas vu de mère ni de père, Voilà. on ne sait pas. Alors, il y a beaucoup de ça va alimenter aussi, on va dire, les commérages des coépouses des coépouses de Sira. Et puis voilà. Dites-nous, pourquoi avoir choisi de commencer cette histoire-là par ce village, on va dire comme ça, massacré? Je vais d'abord vous dire, vous savez que Sembourenbou, le village dont on parle... Oui, le village, j'en ai pas parlé, c'est ce village a existé mais n'existe plus. Maintenant, vous ne pouvez plus voir Sembourenbou. Mais il a existé. Ah oui, il a existé dans la réalité. Dans la réalité, il a existé. Oui, là, on sort du roman, là, un peu. Non, juste pour vous donner quelques idées, les noms des villages, de ces villages-là, Botola existe, Beleba existe, Sembourenbou a existé, etc., etc. Il y a deux choses que je voulais dire là. Oui. Premièrement, c'est qu'au Manding, la vie d'un nouveau-né est protégée. C'est capital. En tout cas, c'est bien fait. Hein? Toutes les guerres. Vous avez fait survivre cet enfant dans les batailles. Dans la ruine. Oui, je suis très clair là-dessus. Oui. Dans les batailles, quel que soit le caractère de la bataille, les enfants et les femmes sont protégés. Donc ce n'est pas maintenant ça. Maintenant, la charte de Kouroukanfoua à laquelle j'ai fait allusion devant, protège la femme et les enfants pendant les guerres. Pendant les conflits, les enfants et les femmes sont exclus. C'est ce qui fait que malgré le caractère tragique de la chose, l'enfant a été sauvé. A été sauvé, oui. Un. Deuxièmement, vous avez dans la négociation, dans la causerie des deux, il y a un qui dit qu'on a l'impression que cet enfant a été protégé par des génies. Oui. Comme se demande pourquoi cet enfant est là, protégé de la chaleur par les feuilles de bananier, protégé du froid par la botte de paille. Oui. Mais pourquoi tout ça? Il y a un qui dit, mais si l'enfant a été protégé par des génies, mais pourquoi les génies protégeraient cet enfant? Pour quelle raison? Oui. Vous verrez plus tard à la fin du roman. Oui. La phrase là a son pesant d'or. Effectivement, des génies ont participé à la protection de cet enfant. C'est qu'on va découvrir plus tard. Pour les téléspectateurs, en tout cas, qui souhaiteront lire cet ouvrage, effectivement, Le sofa de l'ombre de Mohamed Condé, donc avec nous sur le plateau, et on fait la causette autour de son ouvrage. Alors, effectivement, il y a un titre à ce chapitre-là qui ouvre votre roman. Je veux dire, le lecteur que je suis, pas que j'ai été dessus, mais c'était un peu aussi, on peut dire ça comme ça, le médecin après la mort, leur arrivée dans ce village-là. Bon, vous comprendrez le schéma. Le village était détruit
avant que la commission même leur parvienne que le village est attaqué. Oui. Vous voyez, vous comprendrez, le roman est conçu comme ça. Oui, il y a des messages très forts. Hein. C'est-à-dire que exprès. le village se dit, il y a même un proverbe très connu, pas seulement d'ailleurs au Manding, que lorsque vous voyez le charognard sur le cadavre de votre voisin, dites chassez-le, en tout cas, sinon après, il va se délecter sur votre propre cadavre. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui motive le village de Sobrendou à venir en aide. Voilà, à venir. Et il y a quelque chose de très intéressant aussi. Là, c'est l'appel du chef du village pour regrouper. Et ça, on est pris de frisson parce qu'effectivement, il y a que on trouve les mots justes pour mobiliser et motiver, j'avais envie de dire, motiver la troupe pour y aller. Parce qu'effectivement, la troupe qui est venue s'attaquer est quand même une troupe redoutable. Oui, la troupe de Célébrima, vous le verrez plus loin, c'est le même Célébrima qui a élevé Samori. Samori, oui. Donc, vous voyez, donc c'était une armée très forte, très bien structurée. Oui. Et qui était engagé dans une espèce de conquête. De conquête islamique aussi. Oui, pour islamiser les donc, populations. Il faut comprendre comme ça. Mais le roman même est conçu pour justement dire que l'islam, Samori, vous le verrez plus tard, Samori n'a pas fait de conquête islamique et religieuse. Samori voulait faire un empire. Oui. Célébrement voulait créer un royaume islamique. Et le fait qu'ils viennent trouver et que brûle ce village, c'est parce que ce village lui a dit non. Oui. Et Sombredou est venu en aide parce que Sombredou partage les mêmes valeurs que ce village-là. Oui. C'est-à-dire... C'était aussi pour se protéger. Hein? C'est se protéger parce qu'après là-bas, c'était... Et d'ailleurs, même quand cette attaque est terminée, quand ils sont revenus donc, au village, dans leur village, il y avait, ils ont appris qu'il y avait eu des attaques dans d'autres villages. Voilà. Pour eux, l'attaque de notre village aurait été reportée. Très bientôt. Parce qu'après Bléba, Célébrement est allé détruire Sanakoro. Oui. Tout à fait. Sarankoro, Benyambaladou après. Oui. Voilà. Allez, donc après, alors, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, fidèles parmi les fidèles de l'émission Parenthèse, nous avons le bonheur aujourd'hui de partager avec vous donc cet entretien avec Mohamed Kandé, qui est l'auteur de Le Sofa de l'ombre, qui fait l'objet de notre numéro Parenthèse d'aujourd'hui. Si vous venez seulement de vous joindre à nous, évidemment, nous sommes avec Mohamed Kandé, l'auteur, donc, comme je disais, de Le Sofa de l'ombre. Alors, nous, on va bouger d'un pas sur le deuxième chapitre, qui est les adieux du patriarche. Alors, Banfa est présenté dans qui est l'un des personnages importants. Hein. Banfa est présenté comme d'abord un père de famille exemplaire. Oui. Et on s'attache à c'est un personnage attachant, je voulais dire. Il est très attachant parce qu'on sent son souci d'équité. Oui. D'abord, entre ces différentes épouses, ce qui est d'ailleurs curieux dans son histoire aussi, parce qu'il y a Banfa, mais il y a aussi ses épouses. Il va y avoir aussi ses enfants, avec tous les problèmes qu'il y a, en sachant que l'arrivée de cet enfant qu'on a sauvé des décombres dans le village massacré va à la fois être quelque chose d'intéressant pour la famille, mais ça ne va pas manquer de créer des problèmes aussi. Et ça, c'est l'énigme même du roman. C'est le point que vous attaquez comme ça. Voici une société où la solidarité est de mise. Oui. Mais je veux dire dans le roman que cela n'exclut pas les tentatives d'exclusion. Oui. Banfa représente la société mandingue, traditionnelle du taureau, tel que c'est conçu par les aïeux. Il est le reflet, il illustre cette perception du mandingue ancien. Oui, et notamment du tauron. Du tauron. D'ailleurs, on va parler du tauron. Le tauron se situe, vous l'avez dit très rapidement, pour nos téléspectateurs, le tauron se situe entre la préfecture, entre la ville de Kankan et la ville de Kérouané. D'accord. C'est cette zone-là qu'on appelle le tauron. Oui. Voilà.
Vous pouvez nous dire 2 ou 3 villages de localités assez connus? Actuellement, Oui, actuellement, vous avez Komodou. Komodou, Vous avez, avec ses agoutis. Voilà. Et puis c'est... Vous avez Komodou, Franconedou, Fabalaz, tout ça, c'est le tronc, oui. C'est le tronc des Konaté. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, on est dans le tronc des Konaté. Et ben, à tous nos téléspectateurs dans cette localité, on vous fait vraiment le salut. Aujourd'hui, l'histoire de Mohamed Kandé, le sofa de l'ombre, nous y amène. Et puis bon, on s'y promène, on en parle aussi. Alors, donc, disons, on va continuer. Donc, le personnage de Banfa est un personnage, un père de famille exemplaire, donc je disais, son souci et son attachement à l'équité, effectivement, à la tradition, à la tradition surtout, voilà. Des valeurs d'honnêteté, voilà. d'intégrité, et ça c'est fort. Qui reflètent, qui sont effectivement de mise dans le Toron. Oui. Mais vous le dites, Toron, c'est ça. Une des phrases célèbres du Toron. Je l'ai dit dans le livre. Oui. Quand l'homme refuse, il dit non. Il dit non. Alors, donc, d'ailleurs, ça, c'est connu, enfin, c'est plutôt attribué à Samori, mais Samori est de là-bas. Bah oui. Voilà. Oui. Alors, et ça, c'est en malinqué, ça se dit comment? Kebiban, il a fonté. Kebiban, il a fonté. Allez, donc ça c'est quand l'homme refuse, il dit non. Voilà. Et donc toute cette histoire aussi superbe, magnifiquement relatée dans le récit de Mohamed Kandé, le sofa de l'ombre. Et vous aurez compris, on a pris du plaisir à lire ce roman. Et c'est pour ça justement que voilà, on est très content. Toujours Banfa. Et là, Banfa a confié l'éducation de cet enfant trouvé. Je m'intéresse à lui parce qu'effectivement, vous avez dit que c'est l'énigme principale du roman et c'est pas faux. Et cet enfant-là, d'ailleurs, malgré, et c'est ça qui ressort aussi dans ce passage, malgré l'équité du père de famille, malgré tout ce qu'il a mis dans l'éducation de ses enfants, conformément aux us et coutumes et aux valeurs, tout ce qu'il faut donc cette tradition mandingue dans le Toron, il y a quand même, ça n'a pas empêché les épouses de tenter, je veux dire, même de commettre les crimes, hein, oui. Parce que ça allait très loin. Oui. Il y a de la jalousie, c'est vrai, mais au-delà, il y a eu des choses qui n'étaient pas bien. Avec le véritable problème, c'était que, au nom, justement, des valeurs, comme quoi, au sein des mêmes valeurs, il peut y avoir des choses contradictoires. Voilà. C'est-à-dire qu'on a dit que l'héritage principal au mandingue, eh bien, justement, c'est la naissance. C'est qui nous renvoie à la filiation, oui. Et au nom de famille, oui. Finalement. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Mais là-dedans, les 2 autres femmes trouvaient que Banfa accordait beaucoup trop d'attention à ce bébé, oui. Qui, d'après elle, était sans père, pour ne même pas dire considéré, voilà. Finalement comme bâtard, oui. Par le fait par le fait de... Puisque personne, même Banfa, ne connaissait pas ses parents. Mais Banfa a expliqué, il est même arrivé que les femmes, une des femmes de Banfa est mise en cause, a dit, on ne sait pas la vraie vérité sur cette histoire. L'autre femme qui dit, mais attention, tout ce qui était de cette expédition n'ont pas contredit. Il dit, il faut attendre de voir. Voilà. Vous voyez, bon, je vais laisser les gens dans... Mais en fait, la famille de Banfa, il y avait 3 femmes. La première, c'est Sira, qui n'a pas fait d'enfant là. La deuxième a été mariée par Banfa avec la contribution de Sira. Justement parce que Sira n'ayant pas fait d'enfant, oui. Elle a donné son mort à son mari pour épouser une deuxième femme pour que la lignée puisse se reconstituer. Oui. La troisième est une ancienne captive, oui. dont la liberté avait été rachetée par Banfa. Oui. Mais si vous voyez cette configuration de la famille, on pouvait s'attendre à la réaction de tout le monde, sauf de Téné, qui
malheureusement, était d'une jalousie. Elle était féroce dans sa jalousie. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Vous voyez à la fin du roman, elle a toujours pensé que l'enfant là n'a pas été ramassé, mais que c'est un enfant illégitime Oui. de son mari. Qui l'a ramené sous une autre forme. Et qui d'ailleurs, en plus... Donc, elle ne croit pas à la série, à cette affaire d'enfant ramassé, elle n'y croit pas. Oui, tout à fait. Ça correspond, je vous dis, mais tous ceux qui ont assisté à la bataille de Guénépa ont assisté à cette cérémonie. Mais la femme se dit, mais pourquoi il n'a pas abandonné la pas comme les autres l'ont fait? Ben oui. Pourquoi l'amener chez moi Il y ici? avait un soupçon.